Notre collège s'appelle Marcel Pirel. Souvent les élèves s'imaginent que c'est le nom de l'architecte des bâtiments, celui du premier principal, de quelqu'un d'important, sans doute. Mais qui ? À l'entrée du collège, il est écrit Résistant lozérien, 1913-2004. Il met en place le maquis de Vannekamp sur le Barak. Arrêté et déporté en 1943, il est libéré en 1945. Il est professeur au collège de Marvejols de 1948 à 1962. Pourquoi a-t-il été déporté ? Pourquoi était-il si célèbre ? C'est quoi un maquis ? C'est où Vannekamp ? C'est quoi un résistant ? Que s'est-il passé en 1943 ? C'est quoi un lozérien ? Pour répondre à ces questions, l'équipe de journalistes du collège, aidée de la classe de 5C de 2018-2019, des élèves du CFA de Marvejols et des volontaires ponctuels ont mené des investigations. Auprès des archives départementales de Mende et d'autres du SHD de Caen et d'autres services d'archives partout en France. Auprès de proches de Marcel Pirel, ses petits-enfants, Marc et Claire, ses amis, ses anciens collègues de travail et ses anciens élèves. L'histoire de Marcel Pirel, c'est l'histoire de notre collège, mais aussi l'histoire de notre ville, de notre département. C'est notre histoire. Marcel Pirel, de son nom complet Marcel Georges Pirel, est né le 13 décembre 1913 à Veucou dans les Vosges. Ses parents sont Jean-Baptiste Émile Pirel, boulanger, et Marie-Marguerite Lambert, sans profession. Le père de Marcel Pirel est aussi caporal 5e bataillon de chasseurs à pied. Ce dernier meurt pour la France le 13 juin 1915 à Boncuneuf, tué par un ennemi. Marcel Pirel fut adopté par la nation suivant jugement du tribunal civil le 13 mars 1919. Sa mère se remarie avec Marcel Bricard. Ce dernier est douanier à Strasbourg. Marcel Pirel obtient son brevet à Strasbourg en 1929. Il réussira son brevet supérieur. Il a fait ses études à l'école normale d'Aubernay dans le Bas-Rhin pour devenir instituteur. Il obtient son certificat d'aptitude pédagogique le 7 novembre 1933. Ainsi, Marcel Pirel enseigne à Haguenau puis à Detwiller dès 1935. Il aime jouer au foot et pêcher. 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Monsieur Crétel est professeur d'histoire-géographie au collège Marcel Pirel. Il enseigne la Seconde Guerre mondiale en 3e et va nous en parler. Quelles sont les grandes lignes de la Seconde Guerre mondiale ? Alors c'est un conflit fort sombre avec des dictatures, ce qu'on appelle des dictatures, la dictature allemande, la dictature japonaise, qui au nom d'une idéologie basée sur le racisme, c'est-à-dire l'idée que d'une race supérieure allemande, d'une race supérieure japonaise, vont vouloir agrandir leur territoire, conquérir des territoires, donc dans les États voisins. Ça s'appelle de l'impérialisme. Et donc c'est d'abord le conflit entre ces dictatures et puis les pays voisins. C'est aussi une guerre idéologique où des États vont encourager leur peuple au fanatisme autour du racisme, donc avec beaucoup de violence. Donc par exemple une guerre idéologique entre l'Allemagne nazie et l'URSS communiste. D'accord. Alors, quels sont tous les pays concernés par cette guerre ? Alors on pourrait dire tous les pays du monde ont été concernés plus ou moins par cette guerre. Des pays plus que d'autres. Axel ? Il y a la France aussi. Alors la France, bien sûr, fait partie du conflit. Mais il y a des pays qui ont été beaucoup plus touchés par la guerre que la France. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle le front de l'Est, qui a vu s'opposer l'Allemagne nazie justement aux Russes et à l'URSS. C'est une partie du territoire. Là-bas, plus de 20 millions de personnes, 20 millions de Russes sont morts dans la guerre. Des militaires et aussi des civils, beaucoup de civils qui perdent la vie. Il y a la guerre sino-japonaise, ce qu'on appelle la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire l'invasion de la Chine par les armées du Japon. Et là aussi, plus de 15 millions de Chinois ont perdu la vie dans la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, les pays concernés, il faut parler du Royaume-Uni, qui donc combat l'Allemagne nazie depuis 1939 jusqu'en 1945.
Et puis les États-Unis qui vont faire une entrée décisive dans la guerre à partir de la fin de l'année 1941. Que s'est passé en Alsace pendant cette période? Donc il y a tout d'abord la bataille de France, à savoir donc l'entrée en France des troupes allemandes, de l'armée allemande, au mois de mai et au mois de juin 1940. Oui. L'armée française est vaincue, écrasée, c'est une lourde défaite militaire. Suite à cela, le maréchal Pétain va signer l'armistice avec les Allemands le 22 juin 1940. Après l'armistice, l'Allemagne va annexer l'Alsace à l'été 1940. Annexer, ça veut dire que l'Alsace va redevenir un territoire allemand. Okay. Elle était un territoire français, elle redevient un territoire allemand. Ouais. Côté allemand, on va vouloir germaniser l'Alsace. Germaniser l'Alsace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'allemand redevient la langue officielle en Alsace. On n'a plus le droit de parler français. On n'a même plus le droit de parler le dialecte alsacien. En Alsace, par exemple. Germaniser. Les Allemands vont vouloir aussi, les nazis vont vouloir aussi aryaniser, c'est-à-dire développer l'idéologie nazie en Alsace. Ça ne va pas fonctionner, ça va être un échec. La population alsacienne n'est pas prête à être aryanisée et germanisée. Il y a ça. Ensuite, les jeunes Alsaciens, ils vont être enrôlés dans la Wehrmacht. C'est ceux qu'on appelle les malgré nous. La Wehrmacht, c'est l'armée allemande. Beaucoup de jeunes Alsaciens vont partir donc de force dans l'armée allemande. Beaucoup vont aller se battre en Russie, sur le front de l'Est. Ils vont y perdre la vie. À l'intérieur de l'armée allemande, contre les Russes. Et puis d'autres vont quitter l'Alsace, vont partir en Suisse, parce qu'ils ne veulent pas faire partie de l'armée allemande. Ils vont partir en Suisse, ou bien ils vont partir dans le sud de la France aussi. En Alsace comme ailleurs, il y a eu une résistance anti-nazie. C'est-à-dire que des Alsaciens français vont résister à la présence nazie dans leur territoire alsacien, vont prendre des risques pour faire face à la présence nazie sur leur territoire. La période pour l'Alsace, c'est aussi un camp de concentration à Struthof, à 60 km de Strasbourg. Pour les nazis, il y a l'idée qu'il faut exterminer la population juive d'Europe, faire disparaître complètement la population juive d'Europe. C'est 11 millions de personnes. À partir de 1942, il y a un type de camp qui se met en place. On dit le camp d'extermination, ou les centres de mise à mort, ça s'appelle aussi. Donc là, l'idéologie nazie, elle devient absolument radicale. Là, il s'agit de faire mourir le plus vite possible, de la manière la plus efficace possible, un maximum de population. Merci, Monsieur Crétel. C'était très intéressant d'avoir un témoignage. Merci. Voilà. La Seconde Guerre mondiale était un moment terrible pour l'humanité. Heureusement, certains ont résisté, lutté pour la survie. À propos de cette lutte pour la survie, nous avons interrogé Madame Alla, dont des membres de sa famille ont caché des Juifs sur le secteur de Marvejols. Voulez-vous bien nous raconter ces années pendant lesquelles vous avez accueilli des Juifs? Eh bien, moi, j'ai pas su qu'on accueillait des Juifs, j'ai simplement vu. Je suis née en 1940 et donc quand ces personnes sont arrivées, à partir de 1942, j'ai vu un couple arriver avec un petit garçon, légèrement plus âgé que moi, et j'ai eu un petit copain pendant plusieurs années, des gens qui habitaient chez nous, qui n'avaient pas de travail, qui se cachaient, c'était évident, et qui vivaient d'une façon très simple parce qu'ils n'avaient pas d'argent disponible. Ils venaient de Tchécoslovaquie, donc j'ai appris ensuite qu'ils étaient juifs et qu'ils n'avaient aucune possibilité de circuler. Ils s'étaient simplement réfugiés dans la France du Sud et ils étaient arrivés à Marvejols par l'intermédiaire d'amis et chez mon grand-père qui louait des appartements. Et voilà, on a vécu 3 ans, je pense, peut-être plus, dans des conditions difficiles. Et je pense qu'ils gagnaient leur vie modestement. Et nous avons échangé énormément de choses. C'était des gens très cultivés, qui aimaient beaucoup la musique, qui lisaient énormément. Et nous avons, nous, les enfants, leurs fils et moi, vécu des années très agréables. Donc la vie quotidienne s'est passée comme ça. Il y a une autre famille qui est arrivée. Eux arrivaient d'Alsace. Ils sont venus se réfugier aussi chez mon grand-père, qui avait un autre appartement. Et là, il y avait un petit garçon, un peu plus âgé que nous, Paul.
Donc voilà, nous avons à la maison une grande cour, nous avons partagé toutes ces périodes d'enfance ensemble avec mille plaisirs. Moi j'ai le souvenir de cette amitié qui s'était créée, c'est surtout ce qui m'a le plus marqué. Eux n'avaient pas de relation extérieure puisqu'ils se cachaient. Ils ont eu des moments très difficiles, des moments où la gendarmerie française faisait des contrôles sur la nationalité des gens qui étaient sur Marvejols. Donc, je pense que beaucoup de choses se sont passées très calmement, mais discrètement. Et la Gestapo allemande est venue aussi chez nous. Je me rappelle entendre ce bruit de porte brisée. Ils sont rentrés dans l'appartement de la famille de Bélier sans avertir, bien entendu. Mais comme par hasard, cette famille avait été avertie qu'ils étaient recherchés. Mon grand-père avait accompagné le monsieur dans la campagne pour la nuit, pour lui trouver une cachette. Et la dame avait changé de pièce avec son fils était venue dormir chez nous au rez-de-chaussée pour éviter ce contact. Donc des moments très difficiles, mais très amicaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à rajouter ? Vous me parliez de juifs et de cette période difficile. Mais ici à Marvejols, en tout cas chez maman et mon grand-père, puisque à l'époque mon père était prisonnier de guerre en Allemagne, les problèmes ne se posaient pas sur un plan politique ou religieux ni quoi que ce soit. Ils se plaçaient sur un plan humain. Nous avions de très bonnes relations, si bien que les relations se sont maintenues très longtemps, tant que ces personnes ont été en vie. Et en 1989, ces personnes, les trois familles juives qui étaient dans la maison, la troisième que je connaissais moins parce qu'il n'y avait pas d'enfants, ont fait une demande pour que mon grand-père et maman, donc monsieur Camille Gaillard et madame Allah née Gaillard, soient considérés comme justes pour leur aide et leur soutien à ces familles qui étaient en difficulté pendant la période de la guerre. Si bien qu'en 1989, comme je vous disais, nous avons été appelés, ma sœur et moi, puisque maman était trop âgée, à aller à Jérusalem pour expliquer notre participation à cette époque-là. Nous avons vu les représentants de ce qu'on appelle le Yad Vashem, et mon grand-père et maman ont donc reçu le titre de juste pour cette période de la guerre de 1940 à 1945. Marcel Pirel, alors sous-lieutenant, est fait prisonnier en juin 1940 dans les Vosges. Il est envoyé dans un oflag, camp réservé aux officiers. L'oflag 2D, qui se situe en Poméranie dans l'actuelle Pologne. Le trajet dure 3 jours. À leur arrivée, les prisonniers ont faim, mais ne baissent pas les bras. Le lac qui se situe à proximité leur offre une possibilité de ravitaillement en pêchant à la mouche. Marcel Pirel reste à l'oflag un peu moins d'1 an, jusqu'au moment où les Allemands libèrent les Alsaciens et les Lorrains pour en faire des soldats. Il raconte : « Je parlais alsacien, je me suis fait rapatrier, je n'ai dit que la vérité ou presque. Que j'étais instituteur là-bas, que mes parents habitaient Strasbourg. » Marcel Pirel obtient ainsi des papiers et peut retourner vivre en Alsace. Mais il ne passe prendre que quelques affaires et saluer sa mère, et part aussitôt pour Périgueux où sont repliés les services de l'éducation nationale d'Alsace-Lorraine. Il demande d'être mis à disposition de l'inspection académique de la Lozère. Son petit-fils nous raconte qu'il ne connaît pas encore la Lozère, mais souhaite vivre dans un lieu qui lui rappelle ses Vosges natales. Il est nommé à Marvejols le 17 janvier 1941. Pendant ce temps, en France, la résistance s'organise. Monsieur Jean, professeur de lettres-histoire au CFA et membre de la NACRE,
va nous donner quelques éclaircissements. D'abord, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est la résistance ? Alors, la résistance, résister, ça veut dire s'opposer à quelqu'un, s'opposer à quelque chose. Et la résistance en France, elle est née lors de la Deuxième Guerre mondiale. À quelle année la résistance a commencé ? Alors précisément, la résistance elle a commencé lors de l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle, qui faisait suite à l'allocution du maréchal Pétain le 17 juin, qui proclamait la défaite de la France et la mise en place du régime de Vichy. À quelle année la résistance s'est-elle arrêtée ? Alors la résistance s'était arrêtée en même temps que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est-à-dire le 8 mai 1945. Est-ce que vous connaissez les noms des résistants ? Alors, le nom de tous les résistants, non, mais on va citer les principaux pour l'histoire de France. Donc à savoir le général de Gaulle, qui est parti en Angleterre pour justement lancer le mouvement de la résistance. Et puis Jean Moulin, qui a été chef de la résistance et qui a créé le Conseil national de la résistance. Est-ce que vous connaissez des résistants importants en Lozère ? Alors oui, on a eu beaucoup de résistants importants en Lozère. On peut citer M. Marcel Pirel, dont vous êtes dans le collège, M. Cordès, Louis Veillet, M. Gibelin, M. de Chambrun, M. de Framont, François Olive et Coutarel pour les principaux noms. C'est à ce moment de nos recherches que nous nous sommes interrogés sur les actes de résistance de Marcel Pirel. Dans son livre « Histoire de la résistance en Lozère », Henri Cordès nous les raconte. On en retrouve aussi des traces aux archives. Marcel Pirel était le chef du secteur de Marvejols. Il a permis la mise en place du maquis de Bonnecombe. Un jour, au début du mois d'avril, un groupe d'Allemands réfractaires de Saint-Chély doit fuir et trouver un refuge. Ayant vécu en Alsace et dans les Vosges, Marcel Pirel parlait très bien l'allemand et pouvait donc les aider. C'est ainsi qu'Otto Kuhn et ses camarades arrivent à la gare de Marvejols. Marcel Pirel a 30 ans. Il est alors enseignant au collège de Marvejols où il a parmi ses élèves le fils du gendarme Grand Didier. Les élèves se sont mis dans la peau de Marcel Pirel et d'autres personnages et rejouent l'événement. Comment allez-vous ? Bien, merci. Est-ce que je peux vous dire un mot en privé au sujet de votre fils ? J'ai des amis qui n'ont pas forcément leur papier. Je vais avoir besoin de votre aide. Comment ça ? Tu vas avoir des amis qui n'auront pas leur papier ? Oui, car... Bon, mais c'est la dernière fois et je vais fermer les yeux sur ça. Merci beaucoup et passez le bonjour à votre fils. Guten Tag. Guten Tag. Robert Veillet. Feiler, Buller, Brummer et Closing. Bonjour, désirez-vous une infusion ou un verre de vin ? Oui, pourquoi pas. Une infusion ? Je vous prépare ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Chély ? Ein jüdischer Arzt, der in der Fabrik arbeitete, wird verhaftet. Da auch wir in der Fabrik arbeiten, fürchten wir, dass sie uns auch finden. Il y a une pression incroyable ces temps-ci. La chasse à l'homme de la milice est de plus en plus acharnée. Zuerst auf die Juden und dann auf alle, die sich gegen die Nazis stellen. Et tous ceux qui s'opposent au régime de Vichy. Il a raison, il faut qu'il parte. Mais on n'a que 24 heures. Je connais des amis paysans, on pourrait leur demander. Ils ne parlent pas un mot de français. Ce n'est pas assez discret. Il y a de nombreuses personnes dans les fermes et il faudrait qu'ils aident au champ. C'est impossible, il faut une autre solution. Et dans une équipe de forestiers ? Mais c'est pareil, sans dire un mot de toute la journée. Je connais un abri laissé par les bûcherons dans le bois de Fayard près de Bonnecombe. Ça fait loin. Ça a 1300 mètres d'altitude, il fait encore froid. Il faut leur proposer, Marcel. Noord, ein Ort ist möglich, ein Waldhütte in Bonnecombe. Gut, wir werden es vertragen. Es wird schon gehen. Wir werden es vertragen. Ich folge euch. Ich auch.
Il faut attendre que la nuit tombe. On partira pendant la nuit. Je les y emmènerai. Je vais prévenir Roufiac, il m'accompagnera. En attendant, il faut dormir. Jean, peux-tu les amener dans la chambre que tu sais? Suivez-moi. Ainsi naquit le maquis de Bonnecombe. D'autres actes de résistance ont parsemé l'histoire marvejolaise. Par exemple autour de Olivier de Framont. Bonjour, nous sommes au Poney Club de la Crouzette avec Madame Neftali, qui est la nièce d'Olivier de Framont que nous allons interviewer. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qui était Olivier de Framont? Alors Olivier de Framont était mon oncle, je n'ai jamais connu puisque je suis née longtemps après la guerre. Et c'était donc le frère de ma mère et il était quelque part le chef du domaine que représentait le château et toutes ses dépendances. Donc dès le début, il s'est engagé contre cette invasion allemande et il s'est retrouvé progressivement au centre de la résistance sur le secteur de Marvejols. Et quelle était sa profession? À l'époque, on ne pouvait pas dire exploitant agricole, mais il avait fait l'école de Beauvais. L'école de Beauvais, c'était une école agricole, une des premières véritables écoles agricoles en France. Pouvez-vous nous raconter l'anecdote sur l'inondation? Alors, quand il y a eu la guerre et que les Allemands sont arrivés sur Marvejols, ils ont tout de suite repéré un très grand pré et se sont dit que c'était très intéressant, ils étaient assez nombreux, et que c'était intéressant pour implanter les troupes. Donc ils sont rentrés dans ce grand pré, ils ont monté leur tente, etc. Et Olivier de Framont, qui avait quand même un sacré caractère, a vu rouge. Déjà qu'on vienne sans lui demander son avis, venir s'implanter dans son pré et en plus que ça soit l'armée allemande. Et il est allé, à l'époque, il y avait tout un système de réseau d'irrigation qui était desservi par le béal des usiniers. C'est un béal qui est construit à partir de la rivière de la Colagne. Donc, par tout un système de vannes, on pouvait irriguer toutes les parties basses de la propriété grâce au béal. Donc, il est allé fermer des vannes, ouvrir d'autres vannes, et il a inondé tout le pré. Donc, les Allemands se sont retrouvés avec les pieds dans l'eau, tous leurs campements inondés. Bien sûr, ça ne pouvait pas être n'importe qui avait inondé ces prés. Et donc, il a été arrêté une première fois. Et c'est grâce finalement à son cousin, le docteur de Framont, qui avait une certaine respectabilité, qu'il a pu s'en sortir une première fois. Et vous n'auriez pas d'autres choses à ajouter en dehors des questions qu'on vous a posées? C'est principalement les anecdotes que l'on m'a rapportées. Après, c'était des moments un peu douloureux pour la famille, donc il y avait un certain silence autour. C'est vrai que j'ai jamais entendu ma grand-mère en parler. Quelques mois plus tard, le 30 août 1943, il est arrêté au château de Saint-Lambert. Quelques années plus tard, en ces lieux, écoutons-le nous raconter avec Henri Cordès. Lorsque nous nous sommes réunis chez Olivier de Framont dans la grande salle, dès le début, Olive, qui était chargé du premier bureau de notre état-major, a dit qu'il disposait d'une 100 000 francs pour couvrir les frais
résultant de cette préparation de sabotage. Deuxième point, moi qui étais chargé de l'AS, ce qu'on appelait l'AS, j'ai demandé si l'on avait la brochure technique concernant les sabotages fer. Redon dit à ce moment-là, ah, je l'ai chez moi, tu ne m'as pas dit de l'apporter, mais je l'ai chez moi, d'un coup de vélo, je vais être là. Je dis d'accord. Alors, nous parlons un petit peu et Redon prend un vélo et va chez lui. 10 minutes après, nous voyons surgir la tête Redon par la porte qui nous dit « Nous sommes faits, les cheveux, je crois qu'il a employé l'expression, hein, les cheveux sont là. » Alors, immédiatement, nous avons eu une réaction d'incrédulité. Nous avons « Oh, fais pas le Jacques, hein, fais... » Mais à son regard, nous avons compris qu'il n'était pas question de mettre en doute ce qu'il disait. Et immédiatement, Olivier de Framont a dit « Vite, on éteint ». Il a tendu les mains, moi j'étais à côté de lui, j'ai pris sa main, il a éteint, et le tenant par la main, je l'ai suivi. Mais dans l'obscurité, je ne suis pas sûr, je suis même certain, que beaucoup des 7 autres, puisqu'il y en avait 7 autres derrière moi, et il y en avait 6, puisque Redon avait un peu d'avance sur nous, il était resté dans le couloir, on ne les a plus vus. Moi, mes souvenirs s'arrêtent là. J'ai traversé un salon tout encombré de meubles qui étaient en dépôt, là, toujours tenant Olivier par la main, qui était mon guide. Et il était en pantalon blanc quand il est sorti de la pièce. Il a sauté dans le parc. Dans le pantalon blanc, pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai été agrippé par une autre main. C'était Coutarel. Et à ce moment-là, je ne savais pas. Je l'ai tiré et nous voilà tous les trois dans l'obscurité totale, nous dirigeant vers la Colagne, vers un mur, vers la Colagne. C'est alors qu'arrivant plus de 50 mètres après, à travers ces bois, là, nous sommes arrivés à ce mur qu'il fallait sauter pour être dans l'enceinte du moulin de la Bergerette. À ce moment-là, Olivier, nous avions sauté, Coutarel et moi, et Olivier était hésitant, on le voyait troublé, et tout à coup, brusquement, il nous dit « Non, je ne peux pas. » Je le tenais par la main. « Non, je ne peux pas. Mes sœurs ou ma mère en otage, non, ça, je ne peux pas. » Et je lui ai simplement dit ceci « Non, Olivier, on verra demain. Il ne faut pas prendre de décision maintenant. On verra demain. » Mais peut-être je manquais de conviction parce que à l'expression de son visage, je comprenais que sa décision était prise. Il a lâché ma main et il est reparti vers chez lui. Donc nous nous sommes trouvés les derniers dans une demeure que nous ne connaissions pas très bien. Il nous a fallu trouver donc une issue pour sortir. L'issue que je connaissais le mieux, c'est l'issue sud, c'est-à-dire celle qui débouche sur la terrasse. Et effectivement, quand nous sommes arrivés là, en évitant les meubles, en traversant plusieurs pièces, le cordon de SS se refermait devant nous. Nous avons donc été arrêtés là. Pour nous 5, il n'était pas question que nous entreprenions quoi que ce soit à Marvejols, parce que nous ne voulions pas de représailles à Marvejols. Après ça, je dirais que c'était la route normale de la déportation. Le lendemain, Montpellier, emprisonnement à la 32e, à Montpellier, les interrogatoires à la Villa des Rosiers, tristement célèbres, et au bout de 4 semaines environ, le camp de Compiègne. Nous avons également passé à peu près 4 semaines avant d'être dirigés sur les camps de concentration. Pour nous, direction Buchenwald. À Buchenwald, Piccolo et Cabanette sont restés à Buchenwald même. Et Olivier de Framont, Gibelin, Olive et moi-même avons été dirigés sur Dora.
Dora était à l'époque un camp qui avait mauvaise réputation. Il était certainement un des camps les plus redoutables à l'époque, hein, le camp le plus redoutable des camps de concentration. Voilà, nous étions en novembre 1943 Oui, vous en êtes sorti. Et nous avons quitté Dora en avril 1945. C'est qui Dora ? Dora n'est pas une personne, c'était un camp de concentration appelé Nord de Seine-Dora, ou plus tard Dora Mittelbau. Créé en août 1943 et fermé le 11 avril 1945, il était une dépendance du camp de Buchenwald et il était destiné à la fabrication de missiles V2. Ceux-ci étaient les fameuses armes secrètes qui auraient dû permettre à Hitler de gagner la guerre. Les V2, encore connus sous le nom de fusées A4, étaient des avions sans pilote bourrés d'explosifs. Environ 60 000 prisonniers de 21 pays différents sont passés par ce camp et 29 350 y sont morts. Les principaux directeurs étaient Otto Fürchner et Richard Baer. Dora se situait à Nord de Seine, une petite commune en Allemagne. Le nom de Dora, qui semble être le nom d'une femme, signifiait Deutsche Organisation Reich Arbeit, soit camp de travail allemand. Marcel Pirel, François Olive, Louis Cabanet, Émile Gébelin et Olivier de Framont faisaient partie des gens que l'on exploitait. Ils pouvaient travailler plus de 12 heures par jour. Le matricule de M. Pirel était 31 217, comme l'indique son uniforme que le collège a récupéré. À la fin d'août 1943, une centaine de détenus arrivent au camp pour aménager un site souterrain pour y installer une usine de fabrication de V2. Pendant quelques mois, des milliers de détenus arrivent au camp pour maintenir un effectif de 12 000 travailleurs. À partir de janvier 1944, la production commence dans une usine qui ne sera achevée qu'au printemps. À l'automne de 1944, l'usine souterraine de Dora a pris en Allemagne une importance de premier plan. La fabrication en série de la version définitive des V2 a commencé en juillet et les tirs sur Londres et sur Anvers en septembre. Ils se poursuivront jusqu'en mars 1945. La fabrication des V1 a aussi été concentrée dans le tunnel, à l'emplacement des anciens dortoirs. En février 1945, des détenus arrivent d'Auschwitz, puis du camp sicilien de Gross-Rosen, dans des conditions dramatiques. À l'arrivée, il y a énormément de morts. À l'approche des ennemis, les Américains, les Allemands évacuent le camp et c'est là que commencent les marches de la mort. L'armée américaine découvre Dora le 11 avril 1945. Nous avons interviewé Madame Bonardel, fille du résistant déporté et compagnon de Marcel Pirel, Émile Gibelin. Du coup, quand ils ont été déportés, c'était quoi ses relations avec Marcel Pirel ? Alors, quand ils étaient déportés, ils ont toujours été ensemble. Et c'était bien parce que, comme Marcel Pirel parlait l'allemand, quand il y avait des appels, automatiquement, ils disaient « Émile, c'est à toi, réponds ». Qu'est-ce qu'il vous racontait votre père sur la guerre ? Quand ils sont revenus, on ne savait rien. Ils avaient souffert, ils avaient été brutalisés, comme il n'y avait pas encore de reportage comme il y a maintenant pour les camps, tout ça. Après, on a su par les livres, ou alors on l'a appris que par bribes, lorsqu'ils se rencontraient avec Marcel, et qu'ils se racontaient quelques anecdotes. Et vous vous souvenez de des anecdotes? Alors une anecdote, c'est que M. Pirel avait contracté la tuberculose, et papa, il prenait toujours des métiers pour travailler à l'intérieur. Et comme il était très adroit, il avait pris la branche de menuisier. Et le jour que Marcel n'en pouvait plus, il devait avoir beaucoup de fièvre, il l'a caché sous un tas de copeaux. Donc il a pu se reposer toute une journée puisqu'il n'y a pas eu d'appel. L'appel, c'était souvent le matin de bonne heure ou la nuit. Et ça, c'est une anecdote. Alors, il lui disait toujours, tu sais, tu m'as sauvé la vie ce jour-là. Les anecdotes aussi, il se rappelait toujours où des Russes avaient été pris en train de saboter une V2 dans le tunnel de Dora. Ils urinaient dans les tuyaux. Alors automatiquement, les tuyaux, bien sûr, ne fonctionnaient plus. Alors, ils ont été pris et sur le champ, les Allemands, alors, ils ont attrapé un filin et puis ils ont pendu. Alors ça aussi, c'est une anecdote. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils le faisaient presque ouvertement même, finalement.
Et puis une autre anecdote qui nous avait beaucoup choqués, c'est qu'ils ont passé un Noël, donc à Buchenwald, et le grand sapin de Noël, c'était fait, les guirlandes, c'était les pendus, des camarades, enfin, ou des juifs, alors c'était ça, alors c'était cruel. Alors quand ils ont mémoré tout ça, ils n'avaient pas les larmes aux yeux, mais ils étaient partis ailleurs. Ils revivaient ces moments-là. Ça, c'est les anecdotes qui nous ont le plus marqué. Et avec mes sœurs, on les écoutait, et on se figurait, on s'imaginait ce que c'était. Alors là, on avait bien sûr les larmes aux yeux, mais on ne disait rien, parce qu'on ne voulait pas couper la conversation et écouter encore un petit peu autre chose. Et voilà. Marcel Pirel ne nous a pas laissé de témoignages écrits de sa déportation. Par contre, nous trouvons d'autres auteurs, Primo Levi par exemple, avec Si c'est un homme, ou peut-être plus adapté aux collégiens le livre de Ginette Kolinka, Retour à Birkenau. Ginette Kolinka, alors âgée de 19 ans, raconte le jour de sa déportation à Birkenau avec son père, son petit frère et son neveu. Elle y détaille le trajet dans des trains de marchandises comme dans un rêve, l'irréalisme de la situation, la violence des soldats allemands vers les déportés. Une fois descendue des trains, en chemin vers le camp, elle nous fait le récit de la manière dont elle et ses proches ont été séparés. Les plus fatigués devaient partir dans un camion afin de ne pas avoir à endurer la marche. Cependant, ce camion les menait directement vers les fours crématoires. Ginette est alors seule et arrive dans le camp avec les autres femmes. Elles y sont mises à nu, rasées et marquées. Ce n'est pas une histoire qu'elle nous raconte, c'est le témoignage de ce qu'elle a vécu. Imaginez, une grande baraque, le sol est en terre battue, enfin c'est ce que je crois. Ça sent si fort que même les portes ouvertes n'y font rien. Dans cette baraque, il y a des femmes assises côte à côte, dos à dos, à perte de vue, sur des planches de bois en train de faire leurs besoins, toutes ensemble. Un alignement de fesses. Il y en a une en particulier, ses fesses sont de toutes les couleurs, jaune, rose, violacé. Mais ce n'est pas tant ça qui me choque, c'est ce qu'elle fait. Elle urine dans ses mains et se passe ça sur les fesses. À côté d'elle, je vois cette autre femme. Sa colonne vertébrale lui crève la peau du dos, les os de son bassin. On dirait un squelette, comme sur les planches d'anatomie à l'école. Comment est-ce possible ? Et au milieu de tout ça, il y a la responsable du bloc qui cuisine. Elle est là, dans cet enfer de puanteur, face à toutes ces fesses qui font leurs besoins, avec son petit fourneau. Elle fait sa popote. Si l'une refuse de s'asseoir, elle lui appuie dessus par vacherie. Quand elle tarde à partir, elle la chasse. Et justement, il faut qu'elle parte, toute. Peut-être parce que l'on arrive. Et celle qui n'a pas fini, tant pis, on la pousse, on la vire. Si ce n'est pas la capo, c'est une autre déportée. Ce qu'elle est en train de faire, elle continue de le faire. Ça coule le long de ses jambes, des excréments, de l'urine, sur ses hardes, sur le sol. Je regarde à mes pieds. Puis vient notre tour. C'est à nous de nous asseoir. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Mais celle qui refuse, qui reste en l'air, encore une fois, la capo les force. Elle leur appuie sur les épaules, leur balance un coup dans le ventre. Très vite, je vais comprendre que nous ne choisissons pas d'aller aux toilettes. On nous y emmène. Nous sommes toutes pressées, toutes malades, et personne ou presque n'a de culotte. Alors si on n'a pas la chance d'avoir un trou pour soi, on écarte celle qui est assise. Et si on a un petit quelque chose à échanger, comme des pelures de patates, on le donne à la capo et à la responsable qui ferme les yeux quand on reste un peu plus longtemps. Moi-même, je le raconte, je le vois. Et je me dis que ce n'est pas possible d'avoir survécu à ça. Je vois et je sens. Mais vous, qu'est-ce que vous voyez ? Lorsque je retourne au camp pour accompagner des classes, je veux toujours montrer cet endroit aux élèves. Sinon, on passe devant sans s'y arrêter. Ce n'est qu'une salle vide et propre. Pour le guide, ça n'a pas grande importance, je crois. Il ne réalise pas. Ginette Kolinka, comme Marcel Pirel, fait partie des rares à avoir survécu à la déportation. Ainsi, dans son domaine de demande d'attribution du titre de déporté résident, nous trouverons l'attestation de Gilbert de Chambras. Attestation. Je suis signé Gilbert de Chambras, ancien chef départemental de l'armée secrète de la Lozère, ancien chef régional FFI, actuellement député de la Lozère. Atteste sur l'honneur que Monsieur Marcel Pirel, résident en Monastier, Lozère, a rendu dans la Résistance les services suivants. Monsieur Pirel a été depuis décembre 1942
le chef du 3e Burel de l'état-major départemental de LAS. Dans ses fonctions, il a constitué et commandé les premières trentaines du département de la Lozère, ainsi que les premiers maquis qui ont été formés dans le département dès le début 1943. Arrêté à Marvejols le 30 août 1943, au cours d'une réunion, l'état-major de l'armée secrète, interrogé par le Gestapo, qui ne put tirer de lui aucun renseignement. Il a été incarcéré à la prison de Montpellier et au camp Compiègne. Déporté en Allemagne le 30 octobre 1943, il a été rapatrié le 30 avril 1945. En toutes circonstances, il a eu une altitude exemplaire. Fait à Paris le 4 mai 1950, Gilbert de Chambran. Dès 1947, il devient le correspondant départemental de la commission d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il réalise différentes recherches, écrit et collabore à des brochures, cartes et documents sur différentes thématiques. Sur cette carte, réalisée par ses soins, les maquis sont représentés par une tente, les affrontements par 2 fusées croisées. On voit aussi que Marvejols, le nord et la partie sud-est de la Lozère ont été des lieux avec une forte présence de résistants. Pour tout ce travail, Marcel Pirel a collaboré avec Henri Cordès. Ils ont aussi fait des études statistiques. Sur cette autre carte, on voit les déportés, représentés par un triangle, les internés par une barre verticale et les morts au combat, représentés par le symbole de la France libre. Monsieur Marcel Pirel était professeur d'enseignement général de collège. À Marvejols de 1948 à 1962, par exemple, pendant l'année 1956-1957, il a enseigné la physique, la chimie, l'hygiène, l'arithmétique et les sciences naturelles. Marcel Pirel animait aussi la chorale du collège. En 1962, Marcel Pirel part à la retraite avec les palmes académiques. La ville de Marvejols, sur délibération du conseil municipal réuni le 16 février 1987, a décidé que le CES de Marvejols s'appellera désormais Collège Marcel Pirel, en son honneur. L'inauguration a eu lieu le 24 novembre 1988 en présence de Marcel Pirel, de Georges Messonnier et de Clément Marquet, principal de l'établissement. Marcel Pirel est titulaire de la Croix de combattant volontaire de la Résistance, de la Croix de guerre avec palme, de la Croix de combattant et la Médaille de résistant. Marcel Georges Pirel a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 25 février 1966, publié au journal officiel du 2 mars 1966, pris sur les rapports du ministre de la Défense en qualité d'ancien lieutenant des forces françaises de l'intérieur. Puis promu au grade d'officier de la Légion d'honneur par décret du 3 décembre 1974, publié au journal officiel du 6 décembre 1974, pris sur le rapport du ministre de la Défense en qualité d'ancien lieutenant des forces françaises de l'intérieur. Enfin, promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur par décret du 11 avril 2001, publié au journal officiel du 15 avril 2001, pris sur le rapport du ministre des Anciens Combattants, en qualité de déporté résistant. Marcel Pirel est décédé le 13 juillet 2004. Il repose aujourd'hui au cimetière de Marvejols. Nous sommes dans la salle dédiée à Marcel Pirel. En 2004, après le décès de Marcel Pirel, selon ses souhaits, sa tenue de déporté a été léguée au collège. Nous avons une nouvelle veste en salle Marcel Pirel. Cette veste est posée sur un buste par Madame Darnas et Madame Van Lierde. Le métier de Madame Darnas est conservatrice. En chef du patrimoine et celui de Madame Van Lierde est chargé de conservation préventive et curative. Ce métier consiste à prendre soin de tous les objets d'art, textiles, sculptures, tableaux, etc. Pour elle, une journée basique, c'est naviguer sur tous les départements selon les besoins de chacune. Ce qui les a amenés à faire ce métier est une grande passion pour l'histoire, puis des études d'histoire de l'art. Elles découvrent donc ce métier et en font le leur. Dans son métier, Madame Darnas aime
le fait de transporter des objets anciens aux générations futures. Et Madame Van Lierde aime tous les côtés techniques. Ce qu'on retient de l'histoire de Marcel Pirel, c'est qu'il faut se battre et résister pour ce qui est important aujourd'hui et maintenant pour nous. Et pour notre avenir, l'important c'est le climat. Le changement climatique est causé par les activités humaines et le CO2. Les principaux agents de l'effet de serre sont la vapeur d'eau, le CO2 et le méthane. L'impact des activités humaines sur la vapeur d'eau sont indécelables. Par contre, l'impact est plus important sur le CO2 et le méthane. Le CO2 vient des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Les énergies fossiles sont partout. Les objets qui utilisent l'énergie fossile sont des objets pour cuisiner, pour les moyens de transport, pour faire charger les batteries des objets électroniques. Pour ralentir le changement climatique, il faudrait qu'on dégage moins de CO2 dans l'air et que l'activité humaine soit moins importante. Le sociologue et directeur de recherche au CNRS, Edgar Morin, pense comme nous qu'il y a des similitudes entre les années 40 et aujourd'hui. Je vous parlerai de mon expérience des années 30 à 40 qui correspondent à mon adolescence et qui ont vu quoi? Elles ont vu d'abord la crise économique mondiale. Elles ont vu la crise de la démocratie en France avec les émeutes du 6 février 1934. Elles ont vu l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elles ont vu l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Elles ont vu la guerre d'Espagne où l'Allemagne et l'Italie sont intervenues pour la victoire de Franco. Elles ont vu les accords de Munich qui ont fait que finalement Staline a fait le pacte germano-soviétique. On a vu le pacte germano-soviétique, on a vu la guerre. Mais la montée vers cette chose-là se fait dans un état de somnambulisme. Quelques esprits disaient oui, attention, c'est dangereux, on va vers la guerre. Mais la plupart des gens ne se sentaient pas ou vivaient au jour le jour. Et je pense que dans des conditions différentes, nous vivons une époque de somnambulisme. On vit au jour le jour. Hein. Parce que si on essaye de regarder vers le futur, on est angoissé. On n'a pas de pensée qui voit, qui essaye de voir où l'on va, qui essaye de voir les périls. Parce que pourquoi somnambulisme? Parce que pendant ce temps-là, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, les pollutions énormes des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains. Demain est entre nos mains. Sur nos plaines, amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau,
route. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.